Papa Nasana Tani Bobo Dago Bayo Tani Bobo Louga François, les coulisses d'un artiste. C'est le titre du livre que vient de publier le journaliste écrivain Lébré-Léon Francis. 6e œuvre de l'auteur et la toute première biographie de l'artiste ivoirien de renommée internationale, François Louga. La présentation dédicace a été faite ce samedi 11 mai 2013 à la Maison dans le 5e arrondissement de Paris, en présence de nombreux artistes, hommes des médias et parents. Lébré-Léon Francis situe ici le contexte et les motivations de cette nouvelle œuvre, sa 6e publication littéraire. Il est hautement heureux et il est hautement symbolique que François Louga soit célébré cet après-midi, ici, à la Maison de l'Afrique. François Louga était presque aussi africain qu'ivoirien. En 30 ans de carrière, il avait conquis par sa musique l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, il était connu en Afrique du Sud et probablement en Afrique du Nord. À Paris, où il est arrivé en 1958, où il a vécu de manière permanente pendant 10 ans, je dirais même exactement 12 ans, lorsque son disque Pécousset est sorti, on était en 69, et dès 70, il pensait déjà aller présenter ce disque à ses frères de Côte d'Ivoire. Finalement, il est parti vers la fin de 1970 et presque au début de l'année 1971. Donc, il est resté ici pendant 10 ans, continuellement, jusqu'à ce que ce premier disque sorte. Donc, ce François Louga, qui a vécu ici pendant 10 ans, n'a cessé de montrer ses talents de chanteur, de musicien aussi. Et cela s'est terminé, comme je le disais, par ce disque qui a été un disque culte. Tout le monde s'en souvient aujourd'hui. D'ailleurs, on en a joué l'air tout à l'heure comme musique d'ambiance. C'était vraiment de très belles mélopées. Et chaque fois qu'on les écoute, eh bien, on a le souvenir de François, mais on a surtout le souvenir de ce qu'il a fait avec Manu Dibango et avec la Maison Philips. La Maison Philips, à cette époque, en 69, enfin quand Louga sortait ce disque, se trouvait dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, il est resté longtemps ici, puis il est parti, et il revenait régulièrement après. Il n'a pas cessé de conquérir de nouveaux fans. Il en a fait de même en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, dans divers pays. C'est donc cet homme aux chansons crépusculaires, aux chansons exceptionnelles, aux chansons multigénérationnelles qui nous réunit ici ce soir. Louga François reste dans les mémoires de tous grâce à ses chansons cultes, grâce aussi, je dirais même plus exactement à cause de sa générosité légendaire et parce qu'il a fait danser et jubiler de nombreux Ivoiriens, de nombreux Africains et des hommes d'autres contrées du monde. François Louga a été un géant, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il a été un géant, il le reste encore aujourd'hui. Il le reste encore aujourd'hui. C'est vrai que de nouvelles générations d'artistes ivoiriens ont vu, et là c'est un simple rappel que je fais, ont vu leur vocation suscitée par le succès de Louga et l'introduction par lui de la musique moderne en Côte d'Ivoire. C'était le temps du yéyé, c'était le temps du tchèque,
et j'en passe. Il a épousé le temps. Il a épousé les temps anciens et les temps nouveaux de la musique. De la world music. C'est donc cette figure ivoirienne de la musique, ce géant, comme je l'ai dit, de notre patrimoine culturel, que j'ai essayé, mais vraiment modestement, de replacer dans notre histoire, que j'ai essayé d'archiver. Il s'agissait pour moi de redire ses œuvres. Il s'agissait aussi de rappeler sa vie. Je devrais dire, pour être tout à fait précis, ses vies. Car comme chacun le sait, François Louga a eu plusieurs vies. Mais je dirais, c'est la vie des artistes d'avoir plusieurs vies. Vous voyez? Et de ce point de vue-là, il est resté égal à ce que sont les artistes. Grâce donc à David Gakunzi, le directeur de cette maison qui nous accueille, je vous présente ici, dans un livre de plus de 200 pages, les péripéties de la vie de François Louga. Avec des photos et des histoires saisissantes. Avec des anecdotes croustillantes. Peut-être un peu comme le pain, mais sans doute mieux que le pain. Vous savez, les lendemains de François Louga auraient pu chanter encore longtemps. Hélas, il nous a quittés à 54 ans seulement. 54 ans seulement. Aujourd'hui, il aurait eu 71 ans bien sonnés. J'ai écrit ce livre pour nous tous. C'est mon 6e ouvrage. Vous devez donc l'acheter. L'acheter, ce n'est pas un acte, pour moi, ce n'est pas un acte commercial. C'est vrai que quand on parle d'achat, il s'agit aussi d'un acte commercial, mais l'acheter, vous en procurez plus exactement. Le lire et garder vivace le souvenir de cette icône, François Louga. Si j'osais donner un thème à la cérémonie de cet après-midi, j'aurais dit comme ça, François Louga, toujours dans la mémoire des Ivoiriens. À partir de là, on peut dire beaucoup de choses. C'est Aourio et Camille, Anomi, Aouria. C'est Aourio et Camille, Anomi, Aouria. Papa, ati allez, ni là-bas, mettre quoi? Merci. Et si Louga a été pour la génération ancienne ce que Magic System ou encore Arafat sont aujourd'hui, Louga n'a pas fait que chanter et émerveiller ses mélomanes de l'époque. Il fut aussi un homme généreux. Louga avait le don du partage, il avait l'amour du prochain. C'est peut-être cette qualité qui sera son seul crime sur la terre des hommes qu'il a quitté en décembre 1997 à l'âge de 55 ans. Et si la jeunesse d'aujourd'hui l'a peu connu, eux se souviennent encore de l'homme comme c'était hier. C'est quelqu'un qui, de peu d'argent qu'il a aujourd'hui, tout de suite, il peut avoir dit, tout le village est là, il va vous inviter tous. Venez, on va aller boire un coup, venez, on va faire ça. Et quand l'argent finit, il te regarde après, il dit, à toi, on fait comment? On fait comment? Ça, c'est...
Ça, c'est Louga. Ça, c'est Louga. Tu rentres chez lui, tu vois des mallettes, tu vois des valises comme ça alignées. Attends, il y a des chemises dedans, il y a des pantalons, prends ce que tu veux. Ça, c'est Louga. Je te rappelle. Je l'ai regardé, je dis, mais comment tu fais? Il dit, mais moi, je suis comme Johnny. Je suis comme Johnny Hallyday. C'est-à-dire que je suis un artiste. Un artiste n'a pas, comme il dit, ne possède pas quelque chose. Ça appartient à tout le monde. Ça, c'est Louga. Il va t'acheter. Moi, je suis là, je suis sidéré, je le regarde. Puis je dis, mais. Il dit non, parle pas trop. Ça, c'était François Louga. Et c'est ça, c'est François Louga. Et souvent, quand je vais, comme je dis, quand on va au village, je m'arrête. Plusieurs fois, je me suis arrêté là. Puis j'avais des larmes qui coulaient comme ça. Parce que franchement, ce que je voyais, et heureusement que Dalou est passé là, il a fait le travail. Franchement. Et il n'y a pas que lui. Il y a encore un autre, un grand, sur lequel j'aimerais aussi que, si des Ivoiriens peuvent faire des recherches. À huis clos, on en parle. Ouais. Ok. Je vous remercie. Alors, juste tout à l'heure, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Ton nom, s'il te plaît? Moi, c'est Tidiane Oula. C'est bien que nous savez. À toi. En fait, c'est plus un témoignage. Ça peut être celui d'une petite question. Mais dans les années 95, j'étais organisé des spectacles. Et j'ai organisé un spectacle à Amiens, parce que c'est là-bas que j'habitais, avec Louga et Ziki. Et le dimanche de ce spectacle, il y avait une marche du PDCI au niveau de l'ambassade ici. Et quand il a fini, à 4 h du matin, il m'a dit, ah, il faut que je parte. Parce que demain matin, là, les gens sont en train de menacer Brigier pour que je parte me soutenir. En 95. Et puis, ce dimanche matin, très tôt, il est parti à Damien. Il est même poursuivi jusqu'à la gare pour dire, mais ah, mais le vieux père, et ton cachet. Il dit, non, il a fait quoi ton argent? C'était pour te soutenir. Donc, des personnes comme ça, on ne peut pas les oublier facilement. Et puis, pour anecdote, il a oublié son pantalon chez moi. Et ce pantalon, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était vraiment une anecdote. Oui. Bon, c'est juste un petit témoignage. Il faut dire que c'est vraiment dommage que dans nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, nos artistes ne vivent pas de leur œuvre. On a pu constater que beaucoup sont morts pratiquement dans la misère. Moi, j'ai connu Louga François dans les années où il frappait pratiquement toutes les portes. Il m'avait sollicité, il me souhaitait très bien. Il voulait rencontrer certaines autorités, ce qui est quand même assez bizarre. Lui qui a connu tout le monde. Dans cette période, ça, il frappait beaucoup de portes. Beaucoup de portes, lui, étaient vraiment fermées. Il forçait presque pour rencontrer certaines autorités, et faire que ces personnes puissent venir en aide, financièrement parlant. Autant de reconnaissance qui soulage ici la famille de l'artiste défunt. Donc je voudrais déjà tous vous remercier. Je me nomme Louis-Philippe Louga, je suis le père de fils Louga. Mes frères Caroline, Stéphanie devaient être présents, mais malheureusement ils sont sur 3. Donc ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc ils m'ont demandé de représenter la famille comme je suis sur Paris. Et donc je voudrais déjà dire merci à M. Libri pour l'importance. J'ai lu ce livre, franchement je peux dire que à travers ce livre, il y a un témoignage. Ce livre m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup ému, parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas sur la vie de mon père. Et vraiment, il m'a apporté des vérités cachées que je ne connaissais pas. Donc j'ai pris du temps, toute une journée, je suis pas allé au travail, j'ai lu tout le livre pendant toute la journée. Et il faut vous dire qu'il y a des révélations dedans qui sont vraiment touchantes. Donc c'est plutôt cette facette du livre que je voudrais toucher aujourd'hui. Et la petite anecdote tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand votre père est artiste, des fois on entend des choses qui sont assez dures, difficiles, donc on a été préparé pour ça, ça fait partie de la vie d'artiste, c'est pour ça que votre père nous a toujours découvert et caché. Et ce que je voulais dire, c'est que moi ce que j'ai gardé de mon père, c'était qu'on était à la Riviera un jour, et il était allé voir le président, il est revenu avec une somme de, je ne sais pas si c'était 8 millions ou 10 millions, et
quand on est arrivé, il a mis ça sur la table. Et il y avait une foule de gens qui étaient là, qui venaient du village, qui venaient de partout, et qui étaient là, qui demandaient, qui étaient venus prendre leur part. Et lui, il ouvrait l'argent, il leur donnait, il partageait. Et je le regardais, et quand parce qu'on devait sortir, on devait aller ensuite aller faire des courses, et il a pratiquement distribué une grosse partie. Il restait que 10 000. Et il m'a regardé, et puis je lui ai dit, mais comment on fait pas? Il m'a dit, bon, allez quand même, c'est pas grave. Donc on a pris, on est parti. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment gardé de mon père. C'est quelqu'un de très généreux. Et à travers ce livre, j'ai vu comment il s'est battu pour cette nation, tout ce qu'il a donné. Et vraiment, je suis très fier de lui. Et je tiens à remercier de toute sa famille, M. Lebré, pour cet ouvrage qu'il nous apporte et qui vraiment apporte des vérités, qui nous éclaire en fait. François Louga aussi, je connaissais de loin. Vous savez que je suis originaire du Cameroun et il y a une proximité quasi naturelle entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pas seulement dans le domaine sportif et artistique aussi, parce qu'il y a beaucoup, je crois, d'artistes camerounais qui ont eu à officier en Côte d'Ivoire. Je pense à Manu Dibango, je pense à Elvis Kemayo, pour ne citer que cela. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Mais les artistes ivoiriens sont également très bien accueillis au Cameroun. Avant de venir en France, moi j'ai eu personnellement l'honneur d'interviewer Assalfo, qui venait au Cameroun pour la première fois avec son premier GAO de Magic System. Et on a gardé des contacts tellement profonds depuis ce temps-là, je parle il y a une dizaine d'années maintenant, que jusqu'à maintenant, si je décroche mon téléphone pour l'appeler, s'il est disponible, il répond quasi naturellement. Donc, moi, je voudrais donc ouvrir peut-être le bal de questions, d'abord en félicitant Léon Francis pour ce travail. Nous, les journalistes, souvent, quand on a été directeur d'un quotidien, directeur de publication, quand on a été rédacteur en chef, quand on a été ça, on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas tellement à la culture. Mais Léon Francis a cette particularité d'avoir eu aussi plusieurs cordes à son arc, de s'intéresser tant à la politique qu'à la culture et sociale. Je pense aussi à son ouvrage sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, 40 ans de relations. Et ça m'a beaucoup touché de lire cet ouvrage avec toutes les informations qu'il apporte, où on a l'impression d'ailleurs que le texte va concurrencer un peu l'image, parce qu'il y a autant de photos pratiquement que de textes. Et la photo est aussi une information. Une fois que j'ai dit ça, je vais seulement demander, François Louga avait été adopté d'abord par le président Houphouët-Boigny, avant de l'être ensuite par le président Henri Konan Bédié. Il était proche, sympathisant, voire militant même, PDCI. Est-ce que le rôle d'un artiste, c'est d'être membre des partis politiques ou d'éveiller des consciences en étant indépendant? Moi, c'est la question que je pose. Alors, c'est une question qui est pertinente, évidemment. Et pour qui sait dans quel environnement François Louga a évolué, surtout dans les 10 dernières années, avant la mort de Fouet, peut-être même un peu avant, ceux qui le savent comprennent aisément pourquoi on pouvait l'apparenter, et peut-être même au-delà de l'apparentement, comprendre pourquoi il avait plutôt tendance à adhérer au PDCI. Alors, je fais attention avec le mot adhérer, parce que pour François Louga, c'était moins le PDCI que Félix Houphouët-Boigny lui-même. Vous voyez, à cette époque, en tout cas pendant longtemps, dans notre pays, il y a eu le parti unique. Le président du parti s'appelait Félix Houphouët-Boigny. C'était la figure emblématique de la Côte d'Ivoire, de la politique aussi, mais de la Côte d'Ivoire surtout. Ce que je sais et que je peux dire catégoriquement,
c'est que François Louga, parce que moi-même je voulais poser la question de manière très très profonde, François Louga n'a jamais eu de carte de militant du PDCI comme il avait une carte du Burida ou de choses. Et à cette époque, pour parler comme un autre, il y avait un seul lac. Il y avait un seul lac, il n'y avait pas plusieurs lacs. Quand je dis les lacs, je pense aux partis politiques. Donc tout le monde nageait dans ce lac-là. C'est ce lac qui existait à la limite. Et donc, c'est vraiment son attachement au Houphouët-Boigny et les circonstances dans lesquelles s'exerçait la politique à cette époque qui l'ont amené, disons, progressivement aux côtés du PDCI. Alors François Louga ne participait pas aux réunions politiques. Sa participation se limitait à l'animation des événements politiques, disons-le, du PDCI. Je crois que le faisant comme il le faisait, ayant été adopté par Houphouët, étant très aimé par Houphouët, il a fini par être non seulement un proche d'Houphouët, mais il a été aussi celui que Houphouët sollicitait régulièrement lorsque des chefs d'État africains venaient en Côte d'Ivoire pour différentes cérémonies et qu'il fallait qu'il y ait de la musique, enfin qu'il y ait un spectacle, que ce soit à Yamoussoukro ou à Abidjan, etc. Et quand vous lirez le livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous verrez que on était arrivé à un moment où Félix Houphouët-Boigny appelait George Benson, qui était l'animateur vedette à cette époque, pour lui dire, voilà, les chefs d'État sont là, les chefs de gouvernement, enfin il y a un grand événement en Côte d'Ivoire, et je voudrais qu'il y ait un spectacle. Alors Georges, comme peut-être naturellement c'est toi qui seras l'animateur, je voudrais que tu me dresses la liste des chanteurs qui viendront. Et Félix Houphouët il a ajouté lui-même, mais en premier je veux François Louga. Et puis ensuite tu composeras la liste avec les autres que tu auras choisis. Ça ne veut pas dire qu'il n'accordait pas d'importance aux autres artistes, mais il avait toujours envie de voir et d'entendre chanter François Louga. Oh, nano sabadire, nane dire mangio, badeo ao. Yere burule, ma bade gamale, ngaje ma tbadbani, ayamo nuna bei, yirmu yemo, egri namu ki badire. Bazodio, c'était du François Louga. François, on était le trio, c'est-à-dire Ernesto, François Louga et nous. Tout le temps ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Vous n'allez pas y croire. On devait recevoir tous les présidents d'Afrique à Yamoussoukro. Et on nous a conviés à cette cérémonie. Il y avait des répétitions. Et François, ce jour-là, a choisi 3 morceaux. 3 morceaux chauds. Et je suis venu lui dire à l'oreille, vieux, c'est sa façon de parler. Vieux, tu sais très bien que tu es quand même un crooner. Tu ne vas pas chanter des chansons chaud, mais au moins slow. Il dit, moi, Dagonyawa Grégoire, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, vieux? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'étais surpris. Il y avait Aïcha qui est venue, Naïr Campbell, elles sont venues m'attraper. Il dit juste, calme-toi. J'ai rien compris. Je suis allé m'asseoir. On a fait la soirée. Et puis le lendemain, comme le cas d'hôtel, le président, on est descendu pour un déjeuner. Je descends, François est arrêté, sapé alors, à mort. J'arrive à sa hauteur, je le dépasse. Je ne l'ai même pas salué. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas. Je vois quelqu'un courir derrière moi. Mais vieux. Vieux, je t'en prie. Ouais, ça c'était François. Ernesto est mort. Jimmy Hyacinthe est mort. Nous sommes les 2 rescapés. On n'a pas le droit de se fâcher. Oh là là. À qui le tout? On va faire pleurer tous les deux. Ça, c'est François. Il n'était pas rancunier. Non. C'est quelqu'un qui aime toujours donner. Et puis un jour, on a fini un spectacle où on a touché vraiment de l'argent. 2 jours après, je vois quelqu'un qui frappe à ma porte le lendemain. Ça c'est François. À 5 h du matin. Je me suis dit, ça peut être qui ça? J'ouvre ses yeux. Il ne m'a même pas laissé lui demander pourquoi tu es là. Il dit, vieux,
fais quelque chose, je t'en prie, vieux. Fais quelque chose. Je dis, faire quoi? Il dit, je n'ai pas payé mon électricité. À 1 heure, ils vont couper. On applaudit François Lula. Alors, il aimait mon morceau Niayo et il le chantait à sa façon. Yeah, Niayo, Niao, Baboni Chekao. Yeah, Niayo, Niao, Baboni Chekao. Anila, c'est pas grenile, yeah, Niayo, Ganiala. Anila, c'est pas grenile, yeah, Niayo, Ganiala. Mais au fond, que doit-on retenir de l'homme et pourquoi avoir fini dans une telle misère alors qu'on a mangé à la table des plus grands hommes de ce monde et surtout d'Houphouët-Boigny? La République aurait-elle lâché à un moment donné son chouchou et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on doit retenir de François? D'abord le peu que tu sais de lui, je te tutoie parce qu'on se connaît de longue date, et puis ce que tu sauras plus abondamment quand tu achèteras le livre. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à ta question. Il faut surtout retenir qu'il a été un des artistes les plus adulés, les plus starisés, les plus sollicités même, qui a porté le flambeau de la musique ivoirienne. Et surtout, il a été parmi les premiers. Les premiers, bien sûr, c'est les Amédée Pierre et d'autres. Je ne parle pas tellement de ceux qui chantaient et qui jouaient la guitare et qui avaient un orchestre derrière eux. Même si Amédée Pierre avait un orchestre. Mais ceux qui étaient les figures de proue, c'était ceux-là. Amédée, puis bien la génération de François Lugard et d'autres. Christophe Dibeux et tout ça. Donc, il faut retenir qu'il a été un des pionniers. C'est une des choses qu'il faut retenir. Il faut retenir, disons, le bilan de son travail. En regardant sa discographie, vous trouvez qu'il y avait plus de 70 chansons. Et il donnait de la vie à ces chansons. Il savait faire de chaque chanson une vie et une histoire, une leçon de vie. Quelqu'un comme cela qui arrive dans cette période-là. D'ailleurs, par exemple, quand vous verrez le livre, vous verrez que vous vous rendrez compte du fait que quand Louga François arrive en Côte d'Ivoire, fin 70, je dis toujours fin 70, début 71, eh bien, il révolutionne la télévision ivoirienne. La télévision ivoirienne, la RTI, a été créée en 1965, 5 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. De 65 à 70, on passait beaucoup de variétés. Et puis, le journal télévisé, parce que j'en avais besoin d'informations. Mais les variétés qu'on passait, c'était de la variété française. C'était Johnny Hallyday, c'était Aznavour, on passait aussi de temps en temps à Amédée Pierre. On passait quelques orchestres. Mais il arrive et il montre un autre aspect de la musique ivoirienne. Il arrive et il est le seul à ce moment-là à chanter sans orchestre derrière lui. C'était une révolution à l'époque. Il arrive à la télévision et il occupe non seulement tout l'écran, mais tout le plateau de la télévision. Parce qu'il avait appris chez Bruno Copatrice ici comment on occupe une scène. Comment on va de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc pendant que l'orchestre joue le chant sur les instruments, l'artiste ne chante pas pendant quelques minutes, mais il faut bien occuper ce moment-là. Il ne peut pas rester planté là comme ça. Et lui, il créait les musiques. François Louga a compris, c'est une des choses qu'il faut retenir, c'est que le plus grand public au monde, ce n'est pas une salle où vous avez 10 millions de personnes. Le petit écran là, c'est la plus grande salle de spectacle du monde. Parce que ce petit écran vous fait voir partout dans le monde entier, vous fait voir par des milliers de personnes qui regardent la télévision. Mais il a compris ça parce qu'il a étudié ça ici en France. Vous voyez, c'est autant de facettes, autant de qualités
dont il s'est servi. Et quand il arrive, il y a la musique traditionnelle d'un Amédée Pierre et d'autres. Et lui, il arrive avec la musique moderne. Avec la musique moderne. Amédée Pierre chantait, c'était un chanteur pour l'Ivoirien. Louga, c'était un chanteur pour l'Ivoirien, mais au-delà de l'Ivoirien, pour les autres. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de réponses qu'on peut apporter. Et je connaissant comme je te connais, je sais qu'après avoir fini avec ta caméra, tu prendras un livre tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de réponses dedans. Et qu'après avoir lu, sans doute, nous en reparlerons. Donc ce qu'on doit retenir de lui, je ne dis pas une seule chose, je dis plusieurs choses. Deuxième question, tu dis, qu'a-t-il donc fait, peut-être tu devrais ajouter, au bon Dieu, pour qu'il ait fini comme il est fini, c'est-à-dire dans la maladie, et peut-être un peu, n'ayons pas peur des mots, dans la misère. Non pas que lui-même soit un misérable, non, mais c'est peut-être la vie aussi des grands. C'est vrai, François, il a connu les sphères les plus hautes. Il a dormi dans des hôtels 5 étoiles à New York et partout. Il a changé les costumes autant qu'il voulait. Il a été adulé. Les femmes l'ont aimé. On a aimé ses chansons, etc. Et voilà que les 2 dernières années de sa vie, eh bien, il n'est plus dans tous ces hôtels. Il n'est plus dans tout ce monde-là. Il lui faut, j'allais dire, revenir à sa condition première. C'est pas le fait de revenir dans les sous-quartiers là qu'il faut retenir. Dès qu'il a commencé à être malade, il était dans des cliniques UP, notamment la polyclinique Sainte-Anne-Marie d'Abidjan. Je dirais même pratiquement aux frais de l'État, c'est-à-dire par reconnaissance pour ce qu'il avait apporté, le chef de l'État, notamment le président Bédier, bon, faisait prendre ses soins en charge, parce que c'était quand même François Louga. Mais quand la maladie vous rattrape, qu'il y a quelques rémissions, et qu'ensuite vous retombez dedans, je ne sais pas si, même au frais de l'État, on peut toujours continuer. De sorte qu'à un moment donné, lui-même, il s'est dit, bon, comment on dit ça, la médecine moderne, c'est très bien, mais je suis un Africain aussi, peut-être faut que je regarde un peu du côté traditionnel pour voir si ça peut m'aider. Et à partir de ce moment, moi je crois, c'est un sentiment personnel qu'à partir de ce moment, c'est là même que ça commençait le plus à décliner. Parce que les médecins traditionnels vers lesquels il s'est tourné, de sa propre volonté, mais aussi avec les encouragements de certains, n'ont peut-être pas mis dans les conditions, au moins morales, pour qu'il y ait pour qu'il survive à ça. Et donc, vers la fin de sa vie, effectivement, beaucoup de personnes l'avaient un peu abandonné. Parce que, comme l'a dit notre frère, peut-être que le bon mot, je m'en excuse, hein, peut-être que le bon mot n'est pas taper à la porte, mais il veut dire par là qu'il a essayé de rencontrer peut-être personne pour l'aider. Mais il n'est pas allé taper vraiment à la porte pour dire j'ai un problème de 1000 francs, il faut me donner. Non. Les gens qui l'adulaient, les gens qui l'ont aidé, naturellement, il a cherché à les rencontrer pour l'aider, pour se soigner, pour payer ses soins. Mais c'est ça aussi, et les artistes le savent. Ils nous font jubiler, on est heureux avec eux, mais quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes, les mêmes gens qui viennent à leur spectacle, ils ne répondent pas toujours. Et donc il s'est dit, bon, mais dans ce cas, je vais me tourner vers ma famille, tout simplement. Et à ce moment-là, comme il était en Côte d'Ivoire et à Abidjan, le seul vers lequel il pouvait se tourner, ça a été son petit frère, Déplé Paul. Déplé Paul, bon, il a sa petite vie, il n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est son frère et il a appris. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps et il est décédé. Donc, je pense que si on parle de misère, c'est surtout de misère morale. C'est-à-dire le fait que tous ces gens autour de lui n'étaient plus très visibles. Donc, en résumé, je dirais simplement que peut-être que l'État ou la nation n'a pas abandonné François Louga, notamment au moment des obsèques. Dans le livre, j'explique, à ce moment-là, le président de la République s'appelait Henri Konan Bédier, j'explique ce que, au nom de l'État et en son nom personnel, il a fait pour que Louga soit entré dans les conditions les plus dignes. Mais une fois qu'il a fait ça, ce n'est pas lui qui choisit la tombe, ce n'est pas lui qui organise le creusement de la tombe, ce n'est pas lui qui fait les cérémonies, d'ailleurs il n'a pas pu aller à l'Akota.
c'est ceux qui ont pris le relais, c'est-à-dire les membres de sa famille ou de son département, c'est eux qui l'ont mis là où chacun sait. Mais ça aussi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire merci à un Ivoirien en particulier, je crois qu'il faut le reconnaître, parce qu'il l'a fait de toute façon. C'est, comment s'appelle-t-il, Désiré Dallo, qui était à ce moment-là DG du port. Et en fait, comment c'est arrivé cette affaire? Je l'explique. Hein. Désiré Dallo s'est pas levé comme ça pour faire un geste. La famille de Louga, et lui Philippe, lui aussi, comme ses frères et sœurs, n'étaient pas contentes de la façon dont leur papa, leur mari étaient enterrés. Donc les enfants ont dit, non, notre papa, vraiment, parce qu'il a représenté pour la Côte d'Ivoire, si les autres ne l'ont pas fait, nous on va réhabiliter la tombe. Et puis, j'explique aussi qu'une des difficultés pour les enfants, c'est qu'ils sont tous en France. S'ils étaient en Côte d'Ivoire, ce serait peut-être un peu plus facile, mais ils sont en France, ils vivent en France, ils ont leur vie ici. Donc il fallait pouvoir ensuite se déporter là-bas pour faire ce qu'il fallait faire. La volonté est restée. Et ils avaient commencé à s'organiser, effectivement, pour aboutir à cela. Ce n'était pas encore fait lorsque le Burida, avec le DG de l'époque qui s'appelait Armand Gérard Obou, a décidé de faire une célébration comme celle que je fais. Moi, je fais une célébration littéraire, mais eux, ils ont voulu faire une célébration artistique. Donc, de lancer un appel pour toutes les bonnes volontés qui voudraient bien aider à la reconstruction de la tombe de Louga. C'est Armand Gérard Obou, patron du Burida à cette époque, qui lance cette idée. Et puis, il s'adresse à des organismes, notamment le port d'Abidjan, enfin le port de San Pedro. Ils ont vu aussi le port d'Abidjan, mais c'est le port de San Pedro qui a répondu. Et Désiré Dallo dit, moi, ça m'intéresse d'aider. D'abord parce que je suis bêté de Gagnois, je passe là tous les jours, au carrefour de Lakota, je vois ça, et puis notre grand frère, on ne peut pas laisser là comme ça. Donc moi, je veux faire quelque chose. D'autres personnes disent aussi qu'elles veulent faire quelque chose. La différence, c'est que Désiré, il a fait, mais les autres n'avaient pas encore fait. Et puis, il y a une société de téléphone, MTN pour ne pas la citer, qui décide aussi d'accompagner ce mouvement. Et donc, Désiré Dallo, avec sa structure du port autonome de San Pedro, dégage 35 millions de francs CFA. Et le MTN dégage un peu moins, je crois, dans l'ordre de 25 ou 26 millions. Tout cela pour faire la réhabilitation de la tombe de François. À partir de ce moment-là, le travail s'est fait. Et ce travail a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui, enfin depuis 2 ou 3 ans, la réhabilitation de la tombe. C'est beaucoup mieux que ce que c'était autrefois. Moi-même, quand j'allais à Gagnois, travailler dans mon village à Kwapekou, je m'arrêtais là, au carrefour. Chaque fois que j'arrêtais ma voiture, je me signais, je saluais François, mon grand frère, et je lui disais, dors en paix. Parfois, quand je descendais, que j'allais vers la tombe, les gens me regardaient. Bon, enfin, bon, ça, à l'aller comme au retour, je le faisais. Mais bien d'autres Ivoiriens, je pense, faisaient la même chose. Parce que je me souvenais de ce que j'avais vécu avec lui et de ce que lui, il avait fait vivre aux Ivoiriens. Donc, je pense que l'État ne l'a pas abandonné. Les Ivoiriens n'ont pas abandonné. Les choses n'ont pas été faites peut-être aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais finalement, ça a été fait par des bonnes volontés. Et l'essentiel est que cet homme ait été réhabilité. La famille, les enfants, la femme, tout ça, ils sont très contents. Et je peux te dire qu'ils sont aussi soulagés que François Louga soit comme il est aujourd'hui dans cette réhabilitation. Voilà. Merci. D'autres questions? Mon cher frère Assi Akawa. Alors, moi c'est pas une question en réalité. Je voudrais remercier le frère Francis, d'abord qui m'a fait l'amitié de m'appeler pour me dire qu'il était là et qu'il allait, grâce à Rennes, c'est Rennes qui lui a passé mes contacts. Rennes, je l'ai eu au téléphone à peine 1 mois, nous nous appelons pratiquement tous les jours. Et elle m'appelle, elle m'a dit, ah, tu sais, ton frère Libri est là, il a écrit sur François Louga. Alors je voudrais vraiment le remercier. Le remercier parce que justement, ce qui manque, entre autres, dans nos pays africains et spécialement la Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui contribuent à la place où ils ne sont pas reconnus quand ils ne sont plus. De ceux-là, François Louga et ce livre-là vient à point nommé, qui connaissent un grand succès. Et merci pour tout ce que tu feras par la suite. Merci. Merci. Tous les Ivoiriens qui sont ici connaissent Assi Akawa. Même mon frère Jean Célestin a peut-être entendu parler de lui. C'est un très grand journaliste de la radio. Une des meilleures voix de la radio en Côte d'Ivoire.
Et il a aussi accompagné les artistes et tout ça. Donc Assi Akawa, dans son domaine, est un mythe aussi. Hein. Oui, François était mon voisin à la Riviera Golf. C'est mon frère. C'est François qui m'a fait passer la première fois à la télévision en 79. Avec lui, je fais la télévision. Oui, en 79. Parce qu'il dit, mais qui aimait ma voix et tout. Et François, c'est un peu heureux. Hein? Oui, parce qu'on est comme ça, on est des potes sûrs. Il vient chez moi, quand il n'a plus un rond, pour que je lui donne les 1000 francs, il vient et dit, tu vois, c'est là. Il n'est pas sérieux. Pourtant, j'ai déjà fini avec le monsieur. Chacun chez lui dit, non, monsieur, il n'est pas sérieux. Pourquoi tu fais ça là? Quand j'ai fini de lui donner ce qu'il veut, il va chez ça, il dit, Reine, elle n'est pas là. Donc quand on s'appelle, on en parle. Donc ça, c'est un papa. Je connais bien Nicole, je connais Mimi, la maman de Fini. Je connais Fini quand il était petit. Je connais toute la famille, tellement on est ensemble depuis toujours. Et François, c'est un comédien, c'est pas possible. Lui et puis son petit frère, les deux sont toujours en train de faire parler. Si Depré envoie nous go, c'est là où va dire, va acheter du pain. Quand Depré ça va faire le pain, et François Louga va poser le pion. Quand la fille dit qu'elle ne veut pas, quand Depré vient dire, hé, toi là, c'est pas chez moi ici, vous allez rester. Moi d'abord. Après, quand on se voit, j'ai dit, mais hé papa, lui et moi en 99, on est parti à Akara, chanter dans le village de Yadema. Et quand on est arrivé là-bas, il voit une fille. Il dit, parce que moi en tout cas, quand il me voit, il reste, il se gêne. Donc quand il me voit, il dit, arrête, la fille là. Elle me va. J'ai dit, mais c'est une paire de chaussures quoi. Tant que tu vois une fille, elle me va. Tu vois, elle me va. Je ne veux pas de ça. Hein. Et puis il se met dans son coin. Il dit, ah d'accord. Quand tu vas vouloir, après il vient dire, non, c'est la fille là seulement. C'est là seulement. Je ne veux plus regarder quelqu'un. Je veux celle-là seulement. Et puis on en rit. Donc François, c'est un frère. C'est un vrai frère à nous. Vous avez vu, il avait une chaîne qui est comme cœur, comme ça, c'est la mienne. Il a pris, il dit, je vais finir, je te donne, il a gardé. J'ai dit, d'accord. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit, Louga, tu as gardé ma chaîne, mais tu vas la payer. Il dit, d'accord, mais donne-moi ton rouge à lèvres. C'est mon rouge à lèvres, mes maquillages, tout ça va se maquiller pour aller chanter. C'est mon pote, sûr, mon papa, François Louga. Et aujourd'hui, il n'est pas là, mais on va chanter. C'est François, et qu'aime et malé anon et qu'aime et balé Côte d'Ivoire. Alors c'est le Côte d'Ivoire. François n'a la Syrie, Atona la Syrie, François le Kunena Nyazedrepao, Ario Kunena Nyazedrepao. Merci. Nous les artistes, quel que soit ce que nous faisons dans notre vie, vous qui êtes nos fans, vous qui écrivez, parce qu'on a besoin de votre soutien, soyez indulgents. Surtout, soyez indulgents et n'attendez pas que nous mourons comme François pour que vous parlez de nous en bien. Parlez de nous en bien de nos vivants. En tout cas moi, je ne serai pas mauvais exemple. Il faut que je vive et arrêter de conter les histoires qui n'existent même pas parce que vous ne nous aimez pas. Ou on vous a donné à manger, vous êtes rassasiés, vous venez chier devant notre porte. On ne veut pas de ça. Je veux les gens honnêtes, clairs. Là, ça va avancer. Tant que vous allez
mettre pommade au pied des gens et les dessous de table, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la vérité. Il faut que nous soyons nous-mêmes saints d'esprit. Amen. Je vous remercie. En tout cas, pour mieux comprendre la vie, je dirais les vies de François Louga, ses frasques, les anecdotes autour de sa vie, ce livre biographique est le bienvenu. Les coulisses du Papa National, l'homme de la ravissante danseuse au rein de rosier Tchelamouana, l'auteur de Pekoussa ou encore de Kouklizia, les coulisses de ce grand homme d'art et de culture, autant que les nombreuses photos illustrant le parcours de l'artiste sont clairement exposées dans cette œuvre, mémoire riche de 205 pages et vendue à 20 € dans toutes les librairies de Paris et d'Abidjan. Dago Louga, de son vrai nom, est né le 22 juin 1942 à Lakota. Décédé en décembre 1997, il repose actuellement au carrefour de Lakota sur l'axe Abidjan-Gagnois. Et pour ne pas l'oublier, il est d'ailleurs prévu, après ce livre biographique sur l'homme, une grande soirée hommage au Papa National en France en octobre 2013, exactement le 25 du mois. Wow, Kukizia. Merci Papa National. Sache que, quel que soit là où tu te trouves, que la Côte d'Ivoire entière, à travers notre génération, gardera à jamais de toi un souvenir éternel. Toi qui as bercé notre enfance avec tes chansons, tes lyriques endiablées et endiablantes. Que la terre de nos aïeux te soit légère.